Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vrais. Bon, on est ravis de vous retrouver comme tous les jours avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Bonjour Cécile de Ménibus, ça va très bien. Écoutez, très bien, vous êtes très en forme, pas d'anecdote aujourd'hui. Ah bah si, la journée a commencé très bien, à 8h du matin, sur la boucle des vraies voix, parce qu'on a une boucle WhatsApp. Philippe Bilger qui se met à nous chanter, vous savez, Bioman de Bernard Minet, c'était absolument génial. Vous êtes témoin, n'est-ce pas? Mais oui. Alors. Pourquoi vous étouffez? Mais parce que je n'ai jamais chanté. Mais regardez la boucle WhatsApp, j'ai des preuves. Bah, vous l'avez? Bah oui, je vous les montre. Ah bah très bien, écoutez, je veux bien la... Mais on n'a pas de son. Ah bah si, je peux aller chercher le son. Non, ne faites pas fuir les auditeurs. D'accord, Bioman. Qu'est-ce qui vous prend avec Bioman? Mais je n'ai jamais fait ça. Mais Attendez, regardez la boucle WhatsApp. J'arrive pas à vous croire, en et fait. vous êtes Là, j'ai tendance à croire Philippe Vous David. êtes force quoi? Force bleue, force jaune, force quoi, non? Au judo. Non. Au judo, j'étais force verte. Force verte. Mais il y a si longtemps. C'est les classes vertes, quoi qu'il arrive, quel que soit le sport. Oh, on est ravis de vous accueillir. Il n'est pas douillet. Oh, elle est bien. Non, mais elle est bien. Elle est pas mal. Elle est bien. D'autant plus chez un David. Bonjour à tous, bienvenue. C'est bien sûr ici pour rire. Ça part vraiment. C'est stratosphérique là ce soir. Je sais pas, on va pas. Vous avez remarqué que Sébastien Ménard n'a pas dit un mot. Je pense qu'il est affligé. Mais nous aussi tous les deux. D'ailleurs, moi je suis en état de choc là. Tel que vous voyez. Restez-le. Moi aussi. Pour vous mettre en état de choc. Bienvenue à tous, chers amis, dans 17h30, le grand débat du jour. Un énorme pas pour l'Europe, selon la présidente de la Commission. Les eurodéputés, ça me fait rire, et donc ce qu'on vient de dire, ont validé hier le pacte migration et asile. Après 9 ans de négociations, il prévoit un durcissement des contrôles des arrivées, une procédure accélérée des demandes d'asile aux frontières par les candidats manifestement non éligibles, mais aussi un mécanisme de solidarité entre États en cas de hausse soudaine finalement de la pression migratoire. Alors parlons vrai, est-ce que l'immigration doit être une compétence nationale ou européenne? Est-ce une mesure inapplicable puisqu'on nous dit que les frontières sont incontrôlables? Êtes-vous pour la répartition des migrants comme le dit le pacte? Et à cette question, durcissement des conditions d'entrée dans l'Europe par le pacte asile-immigration, vous dites 37% insuffisant, 28% inefficace, 19% démagogique et 16% nécessaire. Vous voulez réagir? L'excellente Aude vous attend au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Fabrice Légéry, ancien directeur de l'agence Frontex et candidat aux élections européennes sur la liste RN de Jordan Bardella. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, 793 millions d'euros, c'est le coût des émeutes de juin 2023 selon une mission d'information sénatoriale. C'est 4 fois plus que les émeutes de 2005. Les sénateurs préconisent donc de renforcer l'indemnisation de ces dégâts en s'inspirant du régime de catastrophe naturelle. Ils avancent aussi 25 propositions qui vont en moyen sur les forces de l'ordre, au contrôle des plateformes numériques, en passant par l'encadrement des ventes de mortiers d'artifice. Alors parlons vrai, faut-il augmenter les pouvoirs des forces de l'ordre contre les émeutiers? Si oui, faut-il le faire en amont, par exemple en intégrant les boucles qu'il y a sur des messageries cryptées, et en aval, par exemple en leur donnant plus de pouvoir d'interpellation? Faut-il des peines beaucoup plus dures pour les émeutiers? Avons-nous les moyens d'anticiper les émeutes? Vous dites non à 53%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité, c'est un membre de la commission d'information sénatoriale sur les émeutes de juin 2023, Corinne Narassiguin, sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis, sera avec nous pour en parler. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Ça va, le programme vous plaît, Philippe Bilger? Oui, je continue à ne pas comprendre le terme anticiper les émeutes. Anticiper, ça veut dire quoi? Les empêcher d'avoir lieu, les prévoir, les choper les gens c'est-à-dire sur les mettre tout boucles. en place pour éviter que... je n'aurais pas dit anticiper. Alors. Vous auriez dit quoi? Prévenir, par exemple. Mais pardon, avec Françoise, on donne des leçons de français. Ah non, mais moi je donne pas de leçons de français, ça me gêne pas du tout anticiper en fait. Moi ça me gêne. Pour une fois, j'avais votre soutien. Non, mais parfois vous avez souvent mon soutien, mais là je sais pas pourquoi vous pinaillez aujourd'hui. Non, mais parce que je suis de très bonne humeur, au contraire, puisqu'on est la veille du vendredi. Non, mais je trouvais que le terme anticiper, j'aurais préféré prévenir. Oui, c'était mieux prévenir, il a raison. J'impute évidemment la faute, ça n'est pas vous. Mais mea culpa, mais un maxima culpa. C'est vous, bien sûr. Ça serait bien, vous savez, Philippe Bilger, au bout de 40 ans de radio, que vous compreniez qu'il faut parler dans un micro.
micro. Oui, ça par contre, ça peut anticiper que je sois dans le micro, je ne parviens pas à oublier la politesse. C'est-à-dire que quand je m'adresse à Cécile, je la regarde. Comme vous, je vous regarde. Bien sûr. Et Sébastien ou François. Bien sûr. Dis donc, ça tacle dès les premières 5 minutes, vivement dans une demi-heure. Allez. En tout cas, vous l'avez entendu, Françoise Delat. On vous a pas dit bonjour, Françoise Delat. Bonjour, mes amis. Vous avez vu que Olivier d'Artigol devient fou, lui aussi. Vous avez vu que maintenant, il tweet quand il participe au Vrai Voix en disant qui c'est qui va gagner, qui c'est qui l'a dit. Alors, il y a des sujets importants. Là, on a changé de monde. À ce stade, oui, je crois qu'il y a un sujet. On a changé de monde. Les Jeux Olympiques, ça ne vaut pas. On s'en fout. Non, on s'en fout. Allez, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et consultant et président du comité éditorial du journal quotidien Presse Libre. C'est long. Dis donc, c'est impressionnant. Il est trop sage. Non, mais c'est impressionnant. Il est trop sage. Mais disons, j'ai pas besoin de trop de parler puisque c'est Cécile Le Minibus qui fait l'article. Elle fait l'article. C'est ça. Oui, il y a un moment donné, il faudra me payer. Tu sais, c'est Falbala dans Astérix. Il est bon, mon poisson, il est bon. Tu sais, la Falbala qui fait craquer Obélix, je crois d'ailleurs. Chers amis, on nous attend au standard et c'est Brigitte qui nous attend de Seine-et-Marne. Bonsoir, chère Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir à toute l'équipe et à vos auditeurs. On est ravis de vous accueillir. De quoi parle-t-on dans un instant avec vous? Les coupes budgétaires dans la recherche et l'enseignement supérieur. Ça va faire plaisir à Françoise Degois. Ouais. Vous bougez pas, 0826 300 300, en attendant ce message sur notre répondeur. Oui, bonjour, c'est Gilles de Montpellier. Je tiens à réagir aux 2 sujets que vous êtes en train de débattre, notamment les adolescents qui ne n'auraient pas le moral et puis le budget est tapé encore sur les collectivités et les mairies. Tout va ensemble en fait. On n'a pas de leader depuis près de 30 ans. On n'a pas de vrais objectifs et puis les enfants sont démoralisés. C'est la même chose et les parents n'ont pas le moral non plus. Tout va avec. Donc c'est le même principe. Puis à un moment donné, on va plus vouloir jouer au jeu. Voilà. Bonne journée. Personne n'a le moral et moi je ne me sens pas très bien, comme disait l'humoriste. Non mais sérieusement, c'est sur les sujets d'hier. Oui, absolument, oui. C'est une réaction. Écoutez, je comprends l'inquiétude, le pessimisme de notre invité, mais notre auditeur. Je disais hier qu'il fallait pas exagérer le pessimisme dans la vie et dans la vie politique et sociale non plus. Françoise Legois. Oui, mais je pense que les Français n'ont pas le moral. Alors tout le monde reprend cette phrase de Sylvain Tesson, qui n'est d'ailleurs pas de lui. La France est peuplée de gens c'est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est vraiment complètement caricatural. Je pense que les Français ont des raisons réelles depuis des années de broyer du noir. Je ne sais pas si vous voyez ce que ce pays subit depuis 2015. Je parle véritablement de ce qui nous touche au très fond de nous-mêmes. Et puis la comédie humaine. J'aimerais bien d'ailleurs qu'un grand écrivain puisse chroniquer ce que nous vivons depuis des années sur le plan politique. Donc moi je pense que les Français ont le blues. Ils sont très résilients, mais ils ont le blues et c'est pas par caprice. On laisse un petit peu de temps à Brigitte qui nous attend au standard. C'est vrai que depuis 2015, le pire n'est jamais décevant. Donc les gens ne sont pas déçus. On va dire qu'ils en ont pour leur argent, quoi. Une actualité qui pousse une autre actualité dramatique. C'est ça. Brigitte, sur ces coupes budgétaires dans la recherche, notamment. Dans la recherche et l'enseignement supérieur. Alors, notre ministre de l'économie veut trouver 10 milliards d'euros, donc ça va avoir des conséquences destructrices et accélérer notre déclassement à l'international. On va encore acheter à prix d'or des médicaments aux USA, en Inde ou ailleurs, au lieu de produire et faire de la recherche en France. J'en profite aussi pour informer qu'on a, dans le secteur de la recherche, un concours chercheurs réservé aux handicapés, notamment au CNRS. C'est vraiment pas le moment de nous supprimer des moyens. On a aussi quand même des universités qui font de la formation professionnelle d'adultes. Donc on ne vienne pas pleurer après sur la formation si on coupe dans les budgets des universités. Et je vais finir là-dessus. Le ministre veut des idées de coupes budgétaires à faire. Moi j'en ai plein à lui proposer. Comme l'ADEME où siège un ami à Macron qui nous coûte 4,2 milliards de budget par an pour pondre un rapport. Ça fait cher le rapport. Et des organisations théodules de ce type, il y en a pléthore. Donc si on veut trouver de l'argent, au lieu de couper dans la recherche, il faut couper sur toutes ces organisations, observatoires et autres qui servent à rien et qui nous coûtent un pognon de dingue. Ça c'est dit. Parlons vrai. Les
vrai que les comités théodultes, j'ai poussé un coup de gueule là-dessus l'autre jour, qui coûte plus de 30 millions d'euros, a priori. Non, mais si j'ai quelques lumières là-dessus, je pense notre invité a totalement raison. Vous avez raison, et malheureusement, l'opinion publique se mobilise pas assez, et ça serait bien, et bravo d'avoir pris Brigitte et d'avoir pris votre sujet, bravo les copains, parce que c'est très important. Ça paraît âpre, ça paraît lointain, mais la recherche, c'est ce qui fait notre vie de tous les jours. Philippe qui a travaillé dans l'industrie, c'est parfaitement que parce qu'il y a des chercheurs, eh bien, ce studio peut marcher, voilà. Donc vous avez raison, on vous soutient. Moi, je vous soutiens de tout mon cœur. Un mot, Sébastien Ménard. Ah oui, ça mange pas de pain et c'est facile. On va effectivement soutenir notre auditrice, mais en même temps, force est de constater. Enfin, moi, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Quand on est à 3400 milliards de dettes, il faut pas s'offusquer que chacun puisse faire un effort. Alors après, comme le dit notre auditrice, il faut savoir où on met l'effort. Les comités théodultes qui servent à rien, les observatoires de je ne sais quoi. Effectivement, il y a peut-être des choses à. Oui, il y a des pistes de progrès. On peut peut-être remplacer le peut-être par sûrement. Oui. Brigitte, elle était facile, celle-là. Non, mais elle est excellente, Dominibus. Qu'est-ce qu'elle a ce soir? Elle est vaneuse. Je suis heureuse de vous voir. Brigitte, vous restez avec nous et on est ravis de vous accueillir jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Ah oui. Voilà. Elle est forte. Bien. Non, mais elle n'a pas besoin. Regarde comme elle est forte. Ça se sent. Forte, celle-là, comme dirait Louis de Funès. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Bardella n'est pas une baudruche. Hein? Écoutez, j'aime bien ce titre. Allez, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la team du jeudi. On vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous accueillir tous les jours. Voilà, prenez un petit thé. C'est l'heure du thé, 17h18. Tea time, comme disent les Anglais. Voilà, détendez-vous. Tea for 5, exactement. Philippe Bilger. Welcome, dire Philippe Bilger. Voilà, comme on est Françoise 8, ce serait Tea for 8. Hein. Oui. Non, mais vous vous souvenez ce passage délirant dans la grande vadrouille. Tea for 2 and 2 for tea, me for you and you for me. Bref, Françoise de Gois, Sébastien Ménard et les enfants les chanteurs de la Croix de Bois. Dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu, le petit enfant de la Croix de Bois. Oui, je suis là pour vous parler d'Emmanuel Macron qui inaugure une usine de poudre pour obus et qui parle d'économie de guerre. On va parler aussi des carburants qui se rapprochent des 2 € le litre en moyenne. Et puis de cette astrologue américaine qui a cru à la fin du monde pendant l'éclipse et qui a donc poignardé son mari et jeté ses enfants sur l'autoroute. En 3 mots, ça donne poudre, pompe et apocalypse. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est contre le mépris politique que voulait requérir notamment Jordan Bardella qui a été qualifié de baudruche sur France Info. Oui, il a été qualifié, vous venez de le rappeler, de baudruche, je crois, sur France Info. Est-ce que c'est un édito ou est-ce que globalement France Info a décidé de ridiculiser Jordan Bardella en le qualifiant de baudruche? C'est déjà parce que France Info, radio publique, l'a qualifié tel que je fais cette réquisition. La deuxième, c'est que je considère que le mépris en politique est un scandale. Montherlant disait « Celui qui abaisse, c'est qu'il est bas ». Et je crois que traiter Jordan Bardella de baudruche est une manière honteuse de fuir le débat, de le mépriser, de le tourner en dérision, alors qu'il peut être bon ou dangereux, je n'en sais rien, mais en tout cas, il ne mérite pas le terme baudruche. Françoise de Gois. Écoutez, moi je trouve que vous prenez un peu au pied de la lettre le terme de baudruche. Quand on dit une baudruche, ça se dégonfle pas, parce que c'est ça, hein, le bandeau de France Info dont vous parlez, alors c'est le stagiaire ou je sais pas qui c'est, mais généralement il y a un rédacteur en chef qui regarde. Quand vous dites la baudruche ne se dégonfle pas, ça veut dire que Bardella continue, comment dirais-je, d'être très haut dans les sondages et que ça continue à fonctionner. Donc je vous trouve un peu, j'ai vu que le JDD en a fait des caisses, il y a des alertes partout, CNews, JDD, enfin toute la galaxie Bolloré. Honnêtement, c'est pas méprisant, baudruche. Ça veut dire, le bandeau, c'est la baudruche ne se dégonfle pas. Françoise, je vous traiterais de baudruche, ce serait grotesque. Non, parce que c'est... Sébastien Ménard. Pas du tout d'accord avec Françoise. Le mot baudruche, il est évidemment pas valorisant. Bien sûr. Et tout ça n'est pas valorisable. Il n'en demeure pas moins que Jordan Bardella est un animal politique à part entière. C'est une baudruche.
baudruche. Non, c'est pas une baudruche, c'est un animal politique. Et ce faisant, il faut considérer très sérieusement ce qu'il représente nationalement. Voilà. Ça, c'est un autre sujet. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont poudre, pompe et apocalypse. Emmanuel Macron pose la première pierre d'une usine de poudre pour obus à Bergerac. Il l'appelle les industriels de l'armement un effort durable. La maire d'Avallon mise en examen et incarcérée. Mais ça aussi, ce sera mon premier mot, poudre, vu ce qui a été retrouvé chez elle. À suivre aussi les prix à la pompe qui flirtent dangereusement avec les 2 € le litre. Et puis à Los Angeles, une astrologue poignarde son mari et jette ses enfants de la voiture pendant l'éclipse. Elle a cru que c'était la fin du monde. Les vraies voix Sud Radio. Une économie de guerre. Les mots attendus ont donc bien été prononcés ce matin par Emmanuel Macron à Bergerac en Dordogne. Le président de la République était venu avec son ministre des Armées pour y poser la première pierre du nouveau site Renko, le leader européen des poudres et explosifs. C'est vrai que le monde a changé depuis un peu plus de 2 ans. En vrai, il avait commencé à changer il y a 10 ans avec la première attaque de la Russie en Crimée, mais les choses se sont accélérées. Et vous nous avez entendu parler de manière régulière, en effet, d'économie de guerre. Moi-même, les ministres. L'effort qui est fourni là, il est urgent. Nous devons aller vite, fort, massifier, mais il est aussi durable. Emmanuel Macron ce matin à Bergerac en Dordogne et comme promis donc on reste dans la poudre avec des nouvelles de la maire d'Avallon dans l'Yonne. Elle a bien été mise en examen et incarcérée comme 5 autres personnes dont ses 2 frères pour la cocaïne, la résine de cannabis, les billets et les lingots retrouvés dans une maison qui lui appartient. Et on passe à l'Euro-Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec les 2 premiers qui continuent à baisser d'un demi-point. Oui, le RN de Jordan Bardella désormais à 31%, suivi par la liste Renaissance et Alliés de Valérie Ayé à 18. La liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann monte encore à désormais 12,5. LFI reste à 8. Les écologistes remontent un peu à 6% des intentions de vote. À droite, LR reste à 8,5 devant Reconquête qui se maintient à 6,5. Pour retrouver évidemment toutes les autres listes créditées d'un peu moins que tout ça, le rolling IFOP fiducial des Européennes est à retrouver tous les soirs à partir de 17h sur Sud Radio. Sur sudradio.fr. Deuxième mot, pompe. Les carburants approchent les 2 € le litre. Ouais, c'est reparti à la hausse depuis quelques mois. 1,89 € le litre de samplon 95 en moyenne, soit plus 32 centimes sur un an selon 40 millions d'automobilistes. Presque 1,80 € le litre de gasoil, plus 20 centimes sur un an et résultat la soupe à la grimace à la pompe. L'augmentation elle est de quelques centimes, mais après au niveau du plein ça représente quand même quelques euros. Au niveau du porte-monnaie ça commence à peser. Vraiment c'est trop cher, ça a vraiment augmenté. C'est très compliqué, tous les 2 jours, tous les 3 jours, donc je suis obligée de remettre entre 50 et 60 €. Il est à 1,93 €, ça fait mal, ça fait très mal. Parce que j'ai 2 véhicules de société et un véhicule personnel. Quand je vois les prix avant d'arriver, c'est là que je me dis que ça fait beaucoup quand même. Je me souviens encore de l'époque où c'était à 1,60, même parfois moins. Voilà, le gasoil c'était vraiment pas cher quoi. Maintenant, vous voyez le prix du gasoil et le prix du reste, voilà, c'est sensiblement la même chose. Des propos recueillis par Quentin Gérard pour Sud Radio. L'association 40 millions d'automobilistes lance donc une pétition pour réclamer un plafonnement à 1,50 € le litre. On va en parler d'ailleurs dans les vraies voix de l'auto à 19h. Une réaction très rapide. Les gilets jaunes, ça avait commencé pour le carburant. Vous ne pensez pas que ça pourrait recommencer ? 1,40 €. À 1,40 €, oui. Ouais, à l'époque. Je préfère l'empire d'essence. Oh, c'est pas le même genre, oui. Non, mais je pense que c'est vraiment une plaie. Alors Sébastien, il a des véhicules, j'imagine, de société. Moi, je pense que vraiment c'est une plaie pour les gens au quotidien. Mais ce que je vois, c'est la capacité des Français finalement à accepter. Il n'y a plus de gilets jaunes à l'horizon, en réalité, à 2 €. Absolument. Les gens acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il n'y a pas de révolte sociale. T'as pas de révolte sociale, c'est ce que je veux dire. Tu comprends ? Allez, le 3e mot, apocalypse, avec 2 histoires de décès aux circonstances pour le moins atypiques sur le continent américain. 2 histoires qu'on croirait sorties, de Six Feet Under, cette série qui démarrait toujours par une scénette de mort insolite. D'abord lundi, pendant l'éclipse, une astrologue prise de panique a cru à l'apocalypse et a mortellement poignardé son mari, rapporte le Los Angeles Times. Puis elle a pris la voiture avec ses 2 enfants pour les jeter sur l'autoroute avant de s'encastrer contre un arbre. Seule une des 2 filles a survécu, la plus grande, âgée de 9 ans. Cette astrologue d'obédience conspirationniste avait relayé dans les jours précédents des publications de QAnon sur les réseaux sociaux. Elle se disait persuadée
persuadé que l'éclipse à venir annonçait la fin du monde. Et puis, autre histoire, décidément, cette fois à Santiago du Chili, des restes humains retrouvés dans une valise, ceux d'une religieuse laïque morte un an plus tôt. En vertu d'un pacte amical, une autre religieuse conservait sa dépouille chez elle en attendant de l'inhumer elle-même. Sauf que, ce jour-là, elle devait recevoir sa fille chez elle et elle craignait que celle-ci ne tombe nez à nez avec le cadavre de sa vieille amie. Du coup, elle l'a posée dans une valise dans la rue en attendant. Sauf que là, la dépouille a été découverte, provoquant une scène de panique dans Santiago, dans la capitale chilienne, avec donc, avant que finalement que cette curieuse histoire ne soit élucidée. Ouais, c'est quand même terrible. Dans les délires, aucune frontière. Non, mais là, c'est clair. Non, mais Quanon, regardez Quanon, qui soutient activement, évidemment, Donald Trump. Tout ça, c'est aussi la sphère trumpiste. Moi, on prend ça un peu à la légère, tous, le conspirationnisme, parce que il y a un côté un peu grotesque. Non. Mais peut-être pas vous, mais en tout cas, moi, j'avais tendance à le prendre à la légère, mais maintenant, faites de moins en moins, en vrai. Allez, dans quelques instants, le grand débat du jour, et après 9 ans de négociations, le Parlement européen valide donc ce pacte sur la migration et l'asile afin d'harmoniser l'accueil des migrants, Philippe. Oui, et on vous pose cette question. Est-ce que l'immigration doit être une compétence nationale ou européenne ? Est-ce une mesure inapplicable puisqu'on nous dit que les frontières sont incontrôlables ? Êtes-vous pour la répartition des migrants, comme le dit le pacte ? Et à cette question, durcissement des conditions d'entrée en Europe par le pacte asile d'immigration, c'est, vous dites, à 37% insuffisant, à 26% inefficace, à 21% démagogique et à 16% nécessaire. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Fabrice Ligeri, qui est ancien directeur de l'agence Frontex et candidat aux élections européennes sur la liste Rassemblement National de Jordan Bardella. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que, en cas de victoire, le 9 juin prochain, vous pourriez revenir sur ce pacte ? Déjà, nous dénonçons le pacte asile-migration parce que effectivement, ça ne va pas mettre fin à la submersion migratoire. Et il faut, le 9 juin, qu'il y ait un maximum de parlementaires du Rassemblement national au Parlement européen pour effectivement remettre en cause tout ce qui nuit au contrôle des frontières. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes les bienvenus. Françoise Degois, Sébastien Ménard, Philippe Bilger, on se retrouve dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Aujourd'hui avec Philippe David. Ah ça va très bien. J'ai cru que vous alliez jamais répondre parce que là, non, je pensais parce que vous faisiez je autre regardais chose. Sébastien Ménard et ça m'amusait. Oui, et vous m'écoutez pas. Donc mais si, je vous écoutais, la preuve. Okay, vous avez choisi votre camp. Non, mais j'imagine la bande de menteurs qu'il y a autour de cette table. La bande d'escrocs, moi je dirais. Des escrocs, des racailles, de la racaille. Vous voyez, non mais... Vous entendez un peu votre prétexte. Heureusement que nous sommes là avec Philippe Bilger. Je veux dire, heureusement. Chers amis, la France nous attend. Allez, soyons clairs. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Un moment très important pour le Parlement européen après 3 ans et demi de travail approfondi. L'adoption de ce pacte est évidemment une décision importante. Non mais c'est une bombe à retardement. Qui va nous permettre de mieux contrôler nos frontières, de mieux gérer les flux migratoires irréguliers avec humanité et efficacité. Oui, c'est de l'organisation de la submersion. On ne peut pas continuer à laisser le problème en l'état, qui d'ailleurs nourrit les extrêmes, qui s'en réjouissent. Et donc, selon la présidente de la Commission, c'est un énorme pas pour l'Europe. Les eurodéputés ont validé hier donc ce pacte migration et asile après 9 ans de négociations. Il prévoit un durcissement des contrôles des arrivées, une procédure accélérée de demande d'asile aux frontières pour les candidats manifestement non éligibles, mais aussi un mécanisme de solidarité entre États en cas de hausse soudaine de la pression migratoire. Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que l'immigration doit être une compétence nationale ou européenne ? Est-ce une mesure inapplicable puisqu'on nous dit que les frontières sont incontrôlables ? Est-ce que vous êtes pour une répartition dans les différents pays, comme le dit le pacte ? Et à cette question, durcissement des conditions d'entrée en Europe par le pacte asile d'immigration, c'est, vous dites, à 36% insuffisant, à 26% inefficace, à 21% démagogique et à 17% nécessaire. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et Fabrice Ligeri est avec nous, ancien directeur de l'agence Frontex et candidat aux élections européennes sur la liste de Jordan Bardella du Rassemblement National. Cher monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, Philippe Bilger, forcément ce pacte qui ne réjouit pas tout le monde.
Au fond, d'abord, répondant très directement à la question de Sud Radio, en ce qui me concerne, je pense qu'il ne peut pas y avoir de véritable protection compte tenu de l'efficacité qu'elle impose s'il n'y a pas une protection d'abord nationale. Ensuite, sur le pacte, je ne le connais pas dans le détail, mais j'ai l'impression, avec modestie, que de la part de l'Union européenne, ça représente un petit progrès vers la considération d'une réalité contre laquelle elle cherche un petit peu à lutter. Alors, en me situant encore une fois dans l'interrogation de Sud Radio, je dis que c'est insuffisant, qu'il y a encore des progrès à faire, mais me semble-t-il, ça n'est pas complètement absurde. Françoise Degois. Le pacte, moi je vais le dénoncer, mais j'attends de voir ce que va dire Fabrice Légéry, ancien directeur de Frontex. Il faudra aussi que Fabrice Légéry nous explique il est aussi comptable de ce bilan de l'immigration qu'il dénonce lui-même, la submersion migratoire. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique, mais on attendra ce que dira Monsieur Légéry. Ce pacte, il me déplaît parce que, d'abord, il y a un tri de migrants, clairement, hein, qui va à l'encontre des droits humains universels, hein, c'est-à-dire qu'il y a les bons et les mauvais migrants, et puis, désormais, contrairement au règlement de Dublin, c'est les pays qui arrivent qui doivent faire les fiches de signalement, etc. Et on va parquer, en fait, ces migrants en attendant. L'Union européenne promet la création de 30 000 places. Moi, ce qui me dérange profondément, c'est d'abord l'inefficacité et les conditions dans lesquelles, deuxièmement, ces migrants seront accueillis. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Quand vous voyez comment ça se passe en Grèce, je parle même pas de Lampedusa, quand vous voyez les bidonvilles en Grèce, la façon dont on les accueille, et puis la répartition. On peut bien passer notre vie à donner des leçons. La France est complètement égoïste dans la répartition. Voilà. Mais j'attends avec intérêt Monsieur Légéry sur son bilan de Frontex et ce bilan sur l'immigration. Sébastien Ménard. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec Françoise Degois. Bien sûr. Et je vais, pardonnez-moi Philippe Bilger, moi je ne pense pas qu'il ne peut pas y avoir de politique européenne s'il n'y a pas de politique nationale. Moi je pense le contraire. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de politique efficace sur notre terrain domestique, la France, s'il n'y a pas une prise de considération européenne. Et c'est tardif, mais ça a au moins le mérite d'arriver, parce que je rappelle que il y a encore quelques mois, quand on parlait d'évoquer le problème migratoire au niveau européen, on était traité d'extrémistes ou de fachos. Voilà, qu'on soit d'ailleurs. Attends, je vais aller au bout. Non, mais l'asile est une compétence européenne depuis toujours. Mais ça, je pas sais. l'immigration. Je faut bien le préciser aux gens qui nous écoutent. Tu as raison. C'est déjà une compétence européenne. Vous avez raison. Donc aujourd'hui, ça a au moins le mérite d'être dans le débat. Donc moi, je suis plutôt. Donc je pense que, comme 17% de nos auditeurs, que c'est utile. Nécessaire. Voilà, nécessaire. Après, est-ce que c'est suffisant ? L'avenir nous le dira. Est-ce que jusqu'alors on a été capable d'accueillir humainement des gens dans la précarité humaine la plus absolue ? Pas toujours. Quasiment jamais, Sébastien. Pas toujours. Est-ce que l'Europe a pris sa part face au péril climatique, face aux grandes vagues migratoires? Un peu quand même, je suis désolé. Il suffit de regarder ce que Angela Merkel avait laissé quelque part. C'est la seule à avoir fait ça. Oui, elle était saluée par Macron à l'époque, par pur électoralisme. Mais ces migrants ne sont pas restés tous en Allemagne. Si, il y en a énormément, bien sûr que si. Mais pas que. Ils ont été accueillis d'une façon exceptionnelle en Allemagne. Je suis désolé. Et le seul point sur lequel je suis d'accord avec Françoise Degois, c'est que Monsieur Frontex, ex-Frontex ici présent, va nous expliquer avec, et on va l'écouter avec grand intérêt, la raison pour laquelle il combat la politique qu'il a lui-même incarnée pendant des années. Fabrice Légéry, on vous écoute, comme vous êtes avec nous. C'est la question qu'on voulait lui poser. Merci. Bienvenue. Allez-y, on l'écoute. Merci, bonsoir. Alors en fait, j'ai à la tête de Frontex été chargé de mettre en œuvre la politique de l'Union européenne, mais je n'étais pas chargé de développer ou concevoir ou décider la politique européenne. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y avait pas de volonté de l'Union européenne, et surtout il y avait une volonté de la Commission européenne, de Madame von der Leyen, la commissaire européenne Johansson. Il y avait une volonté de plus en plus forte d'organiser l'arrivée des migrants, d'organiser la submersion migratoire, et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis engagé
pour les élections européennes du 9 juin sur la liste de Jordan Bardella. C'est grave. Attendez, pardon. Allez-y, pardon. On vous écoute. Oui, alors en quoi le pacte asile-migration qui a été adopté hier n'apporte pas les bonnes solutions? Tout d'abord, je dirais que c'est évidemment un pacte qui peut être en trompe-l'œil, qui peut donner l'impression qu'il y a des avancées. Il y a quelques petites avancées. Il y a deux éléments dans ce pacte qui contient de nombreux textes. Il y a deux éléments que le Rassemblement national a soutenus. Le premier, c'est l'amélioration de la base de données Eurodac, dans laquelle sont enregistrées les demandes d'asile. Donc là, comme il y a une amélioration technique, notamment pour mieux utiliser la biométrie, pour mieux organiser le suivi des demandeurs d'asile à l'intérieur de l'Europe, donc le Rassemblement national au Parlement européen a voté pour l'amélioration d'Eurodac. Et la deuxième mesure qui a été votée par le Rassemblement national, c'est l'accès à un casier judiciaire au niveau européen qui permet d'avoir les antécédents judiciaires des étrangers non citoyens de l'Union européenne. Donc, par exemple, si un ressortissant tunisien a été condamné pour certains actes en Italie, eh bien, en France, en Allemagne, en Suède et dans tous les autres États membres, on peut, grâce à ce fichier, retrouver les antécédents judiciaires. Donc ça, ce sont deux éléments qui, objectivement, contribuent à l'amélioration de la sécurité, contribuent à l'amélioration des frontières et, de manière générale, à la bonne gestion des personnes qui sont vraiment des demandeurs d'asile et des personnes qui sont éligibles à un droit au séjour. Mais tout le reste, c'est en réalité ce dont la Commission européenne et la Macronie sont très fiers. Tout le reste, c'est le pacte migratoire qui organise en fait la répartition contraignante des migrants qui arrivent illégalement aux frontiires de l'Union européenne. Allez, une réaction de François. J'ai une question surtout. Juste une petite réaction. Fabrice Légéry, j'ai quand même une question qui me taraude. C'est quand même très grave ce que vous dites. C'est-à-dire que parce que vous le dites avec cette arrière-pensée, moi je considère que l'immigration c'est même pas un sujet dont il faut débattre puisque de toute façon elle est là et va ne faire que s'amplifier avec l'immigration climatique et ça sera pas forcément des gens. Il n'y a pas de sujet tabou. Non. Il ne faut pas en débattre. On peut parler de tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous comprenez ce que je veux dire. L'immigration, elle est là. C'est pas la peine d'essayer de dire on va l'arrêter. Elle est là. Et donc la question c'est comment la gérer. Elle va être là de plus en plus, qu'on le veuille ou pas. C'est ça le sujet. Deuxièmement, quand vous dites la Commission organise la submersion migratoire, vous vous rendez compte de ce que vous insinuez? Elle l'organiserait. Pourquoi? Je peux vous donner des exemples. Non. Mais ma question n'est pas que vous me donniez des exemples. J'aurai tous les contre-exemples à vous donner. Ma question est pourquoi, selon vous, la Commission organise la submersion migratoire? C'est sa seule question, la seule réponse qui m'intéresse. Et qui peut donner des exemples s'il en a. Oui. Non, mais pourquoi Allez, on y va. Le pacte asile-migration est une tromperie politique et inhumaine. Alors, elle est inhumaine parce qu'en fait, elle ne met pas un terme aux causes de toutes ces détresses. Elle ne met pas un terme à la réalité qui, elle, est extrêmement dure. Pardonnez-moi, mais c'est pas la question de Françoise de Goire. Ma question, Fabrice Légéry, non, madame, parce que vous dites que l'immigration est là. Je suis désolé, l'immigration n'est pas là. Que l'immigration soit une question au niveau international, oui, l'immigration est une question, mais on peut faire autrement qu'avoir l'immigration qui est là. Parce que justement, ce que propose le Rassemblement national et un certain nombre d'autres partis à l'Assemblée du Parlement européen, c'est que les demandeurs d'asile, les personnes qui sont vraiment en besoin de protection internationale, puissent faire leur demande d'asile au plus tôt, c'est-à-dire dans des consulats de pays européens, sur leur continent d'origine, ce qui éviterait que des trafiquants d'êtres humains les utilisent et en fait que ces personnes ne deviennent victimes, et ce qui éviterait les drames en Méditerranée ou dans le Sahara ou dans d'autres régions hostiles. Donc ça, c'est la première chose. Les vrais demandeurs d'asile, les personnes pour lesquelles nous avons une obligation de protection, pourraient être bien mieux traitées si on les traitait en amont. Monsieur Légéry, mais moi je vous demande pourquoi selon vous, Monsieur Légéry, s'il vous plaît. Attendez, je vais terminer. Madame, je vais terminer. Non, mais vous déroulez votre truc sans répondre à la question. Il faut répondre à cette question. Pourquoi, selon vous? Alors laissez-moi terminer, parce qu'il y avait deux volets dans votre question, madame. Moi je voudrais le deuxième volet qui est le plus passionnant. Pourquoi la Commission? Alors laissez-moi parler, si vous voulez, le deuxième volet, s'il vous plaît. Bon.
Le deuxième volet, c'est l'immigration, et qui est quelque chose de différent de l'asile. Et d'ailleurs, les bases juridiques sont différentes. Et d'ailleurs, la question politique que vous posez aux auditeurs, c'est de savoir si la migration doit être un sujet européen. Eh bien, non. L'immigration, c'est une autre question, ce n'est pas l'asile. Mais les lobbies pro-immigration et la confusion mentale qui est entretenue depuis un certain nombre d'années par la Commission européenne et notamment par la commissaire Johansson, eh bien, elle confond les deux. L'immigration est quelque chose qui est légal, quelque chose qui peut s'organiser, quelque chose qui peut se considérer, mais c'est quelque chose qui doit être complètement distingué de l'asile. Donc, le pacte asile-migration, dans son intitulé lui-même, continue à considérer qu'il faut prendre acte du chaos, il faut prendre acte du fait que les gens vont continuer à arriver. Monsieur Légéry, moi je suis super. On va pas y passer parce que c'est plus important. Non mais s'il vous plaît, moi je pense que Françoise Degois a raison et Dieu sait qu'on n'est pas d'accord politiquement. Mais là je vous repose la question, hein, monsieur, pourquoi vous pouvez comme ça itérer sur le fait que les européistes sont pour une submersion migratoire? Quelle serait leur raison secrète? Parce que la commissaire Johansson, qui était la commissaire européenne, lorsque j'étais directeur de Frontex, et lorsqu'elle a pris ses fonctions à la fin 2019, m'a dit le job des gardes-frontières, de toute façon, c'est pas d'arriver avec des uniformes et avec des armes à feu. Ça, c'était la mission du corps européen créé par le législateur européen en 2018-2019. Elle m'a dit non, vous n'avez pas besoin d'uniforme, vous n'avez pas besoin d'armes à feu parce que de toute façon, votre job, c'est d'accueillir les migrants et que ça vous plaise ou non, nous avons besoin d'accueillir des migrants parce que l'Europe est un continent vieillissant. Je suis désolé, on ne peut pas dire que lorsque des gens arrivent clandestinement, illégalement, en violant nos lois, en mettant le pied dans la porte, qu'ensuite on va les récompenser en leur donnant un titre de séjour. Essayez de mentir lorsque vous entrez aux États-Unis d'Amérique. Essayez, par exemple, avec un statut de touriste, vous voulez aller visiter 2 semaines la Statue de la Liberté ou je ne sais quoi, et vous permettez la liberté d'accepter un petit job étudiant. Eh bien, n'y recommencez pas une deuxième fois pendant 5 ans ou plusieurs années. À chaque fois que vous essayerez de mettre le pied aux États-Unis, on vous posera des questions. Allez, 0826 300 300, Brigitte, petite réaction. Brigitte ? Oui. On vous écoute. Moi, j'ai regardé un petit peu en quoi consistait le pacte migration et il y a déjà une première chose moi qui me chagrine, c'est établir un cadre commun qui traite tous les aspects de la gestion de l'asile et de la migration. Alors moi déjà ça me choque parce que ça veut dire que d'un point de vue de la souveraineté, bon ça soit carrément dessus, donc on n'aura plus du tout de pouvoir sur rien du tout. En fait, tout passera par l'Europe et je suis désolée, mais dans leur réglementation clé dont ils se revendiquent, on a donc un nouveau règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration. On a plein de règlements comme ça sur la base de données de l'empreinte digitale. On n'a rien, mais rien sur l'exclusion. On a des règles uniformes pour les demandes d'asile. On a des meilleures conditions d'accueil. On a un nouveau cadre de l'UE pour la réinstallation. C'est là ce que je vous lis, c'est ce qu'il y a dans le traité. Hein. Enfin, j'invente rien. Oui, bien sûr. C'est ce qui est dans le document. Et moi, si vous voulez, ça m'affole complètement parce que je me dis, mais soit les Européens, du moins les gens de la Commission européenne, n'ont rien compris à ce qui se passe en ce moment. Brigitte, il nous reste la guerre civile. Il nous reste très 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 peu de temps. Fabrice Légéry, peut-être une réponse à notre auditrice. Je crois que l'immigration doit être une compétence nationale. C'est-à-dire que c'est à chaque État de définir qui il a envie d'accueillir sur son territoire, à qui il a envie de donner un titre de séjour, et pour quelle raison. Est-ce que c'est une raison économique? Est-ce que c'est une raison de liens familiaux? C'est à chaque autorité nationale de le décider. Ou d'urgence, mais ce ne sont pas des questions qui sont comparables à l'asile. La seule chose qu'il faut faire à la frontière extérieure de l'Union européenne, et sinon c'est toute la libre circulation à l'intérieur de l'Europe qui est remise en cause, les États ont l'obligation, ça c'est depuis les fondements de l'espace Schengen, les États ont l'obligation d'interdire les franchissements illégaux des frontières extérieures. Si ça n'est pas fait de manière pratique, si les frontières extérieures ne fonctionnent pas correctement, eh bien, à ce moment-là, il se passe que l'espace Schengen est à nouveau morcelé par des frontières intérieures, ce que font d'ailleurs la plupart des États. Or, le Rassemblement national souhaite que l'espace Schengen fonctionne de manière normale,
mais pour les Européens. Nous ne voulons pas que ça soit possible dans les mêmes conditions pour des étrangers non européens et de surcroît lorsqu'ils sont en situation illégale. Merci beaucoup. Donc d'une certaine manière, nous sommes pour un meilleur fonctionnement de l'Europe. En tout cas, la question migratoire le montre très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Fabrice Leggeri, ancien directeur de l'agence Frontex et candidat aux européennes sur la liste de Jordan Bardella. Vous restez avec nous dans un instant. Le quiz de l'actu et les vraies voix vous souhaitent la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, ne perdons pas de temps. Le qui c'est qui l'a dit nous attend. Brigitte nous attend. Elle est très bien, Brigitte. Je vous le dis, elle est très bien. Je pense qu'elle va être très forte. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. On y va. Ah bah le jeu avant. Le jeu, oui. Ah, le jeu avant. Le jeu avant. Allez, on lance le jeu. C'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner donc ce bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans un club ou un hôtel bel en bras. Ça, vous le savez, vous partez avec qui vous voulez. Et pour ce faire, il va falloir composer le numéro suivant 0826 300 300 et Philippe Bilger va me donner le 16e appel au standard. On est bon? 16, on y va. 16. Allez, on envoie du bois tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est Brébry qui est avec nous. Ça va, Brigitte? Ça va, comme vous avez... Allez, première question qui est une question à 1 point. C'est vous qui répondez en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous dites je sais pas. Question qui c'est qui l'a dit? 1 point. Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans. Facile. Brigitte. Gabriel Attal. Elle l'a dit. Non, elle l'avait dit après moi. Je suis désolé, elle le cherchait. Non, oui, Brigitte, soyez honnête. Sauf que Françoise, vous n'avez pas écouté les consignes du jeu. Oui, si, j'ai écouté parce qu'elle n'avait pas trouvé. Elle n'a pas dit je sais pas. Elle n'a pas dit je sais pas. Et Brigitte, j'ai pas dit je sais pas parce que je cherchais le nom. Bah voilà, bravo Brigitte. Bon bah 1 point pour Brigitte. Vous cherchez le nom du Premier ministre. S'il vous plaît, question à 1 point sur la qui c'est qui l'a dit sur la reconversion d'Olivier Véran en chirurgien esthétique. Ce que veut faire Olivier Véran, ce n'est pas l'exemple que l'on voudrait voir suivre par trop de médecins. Je sais. Brigitte. C'est 3 points. Et c'était 1 point. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Bonne réponse de Brigitte. Je l'avais aussi, elle était très bonne. Qui est d'ailleurs de votre département. Valtou, ministre de la Santé, ce matin sur Sud Radio. Question. Qui c'est qui l'a dit de 3 points quand le gouvernement veut faire payer le quoi qu'il en coûte à ceux que l'on a applaudi à 20h pendant le Covid? On dit non. Raphaël Glucksmann ou Manon. Boris Vallaud. Boris Vallaud, bonne réponse de Sébastien Ménard qui engrange 3 points. Du groupe PS à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit à 2 points. Nous nous opposons à ce qui enlève des possibilités de souveraineté pour la France. L'immigration, mais aussi la défense et la diplomatie doivent rester des leviers nationaux. Brigitte. Je sais. Jordan Bardella. Sébastien Chenu. Bonne réponse de Françoise Degois qui marque 2 points. Ça va, je les ai toutes. Philippe Bilger. Je ne me bats que lorsque j'ai une chance de gagner. J'ai gagné depuis lundi, je confère. Vous allez boire un café. Vous avez vu? Mardi, c'est moi qui ai gagné. J'ai gagné à 12 points. Vous avez vu, Françoise me grille la priorité. Ouais, c'est fou, c'est fou. Allez, 3 points. Les amis, Brigitte, 3 points. Écoutez bien, chère Brigitte. Le pays a besoin de vérité, pas de mesures démagogiques. Il faut rétablir l'autorité. Brigitte. Il a été ministre de l'Intérieur. Non, bah c'est facile. C'est facile. Il a été Premier ministre. En cœur. Alors, ça fait 3 points chacun. 3 points pour Sébastien et 3 points pour Françoise. Mais c'est quoi cette nouvelle règle? C'est quoi cette nouvelle règle? Parce qu'ils l'ont dit en même temps. Vous définissez des règles. Là, il faudrait une photo finish. Mais vous fuyez des conflits. Mais non, je suis honnête. Mais non, vous n'êtes pas honnête. C'est quoi cette règle? Si, il est honnête. On devrait donner un demi. Arrêtez, Philippe. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Parler de la France, nous, on assume. Brigitte. Marion Maréchal. Non. Sébastien Chenu. Non, c'est un tête de liste aux européennes. Ah bah c'est Bellamy. Non. C'est un tête de... c'est Glucksmann. Non. C'est aussi un jeune. C'est Bellamy. Desfontaines. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Léon Desfontaines, tête de liste PCF. Bon, c'est bien, il a gagné, ça va. Mais il avait gagné d'1 point, il gagne de 3. On écoute Brigitte. Brigitte. Vous êtes, alors, excusez-moi. Léon Desfontaines, tête de liste PCF. Les points. Et bien Brigitte 2 points, Philippe Bilger, Fanny, Françoise 5 points et Sébastien
8 points. On applaudit, s'il vous plaît. On ne boira pas de cette eau. Non, mais j'avais tout, vous voyez. Non, Brigitte, on vous embrasse très fort. Le tout, c'est bien d'avoir trouvé. Vous avez été excellente, Brigitte. On était ravis de vous avoir. Bonne soirée. Merci à vous. À très bientôt. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on parle ou pas? Quelques mots de Rachida Dati. On parle aussi avec vous. Quelques mots de Kylian Mbappé. Et quelques mots avec Sébastien Ménard. La dette, toujours la dette. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très content de vous accueillir tous les soirs dans la maison Sud Radio, la maison des vraies voix avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va toujours très bien. Bon, formidable. Je me prépare à râler, donc ça va bien. Oui, encore une fois. Philippe Bilger, Françoise de Goa et Sébastien Ménard. Dans un instant avec Félix Mathieu, vous avez la parole. À qui donne-t-on la parole aujourd'hui? Eh bien, aux pharmaciens, avec ce chiffre du Conseil de l'Ordre, 475 faits de violence recensés dans les pharmacies l'année dernière, soit plus d'une par jour. Emmanuel Macron est aujourd'hui à Bergerac pour poser la première pierre de l'usine Renko qui va produire de la poudre propulsive pour obus, un impératif puisque le président de la République a demandé aux industriels de passer à l'économie de guerre. Il profitera d'ailleurs de ce passage par le Périgord pour rencontrer les industriels de l'armement en compagnie de Sébastien Lecornu et de Bruno Le Maire. Alors je dis bravo au président de la République, mais je tiens à mettre un carton rouge aux hommes politiques qui ont saccagé nos usines d'armement depuis la chute du mur de Berlin au nom, pour citer Laurent Fabius, des dividendes de la paix. Résultat des courses, 35 ans après la chute du mur, la France ne produit plus une seule cartouche de munitions de petit calibre, puisqu'on a fermé l'usine du Mans, plus un seul fusil d'assaut, puisqu'on a fermé la manufacture d'armes de Saint-Étienne, plus un seul pistolet automatique, puisqu'on a fermé la manufacture d'armes de Châtellerault. Aujourd'hui, nos militaires, policiers et gendarmes sont équipés d'armes made in Germany pour le HK-G36 et le HK-416 et le Sig Sauer. Et pour les munitions, made in quelque part, puisqu'on les achète un peu partout. Mais en cas de guerre, qui nous livrera? Est-ce que nos ennemis ne détruiront pas les transports qui les achemineront à nos soldats? Nos alliés n'auront-ils pas le réflexe naturel de privilégier leurs soldats? Il faut un grand plan de réindustrialisation militaire en France. C'est une urgence tant en termes de souveraineté que de sécurité. Gouverner, c'est prévoir. Dommage que depuis 35 ans, personne n'ait rien prévu dans ce domaine. Philippe Bilger. C'est bien, Philippe, mais juste une question. Où est-ce que vous trouvez toutes ces informations? C'est fabuleux. Parce que je m'intéresse à l'armement et je peux vous dire, les usines, la manufacture d'armes de Saint-Étienne faisait le FAMAS. Avant, elle avait fait le MAS 36, le MAS 49-56. Il les invente. Et à Tulle, et celle de Tulle dont j'ai pas parlé, fabriquait la MAT 49 qui fonctionnait en 9 parallélum. Vous avez parlé, il reste Tarbes chez nous, dans les Hautes-Pyrénées. Oui, mais qui fait pas du petit calibre. Plus du tout ce qu'elle a fait. Moi, je suis pas. D'abord, j'ai toujours du mal, si vous voulez, mon cher Philippe David, que j'aime beaucoup, chacun le sait, avec la post-théorisation. Écoutez, maintenant, d'un seul coup, on a eu la guerre en Ukraine parce qu'à un moment donné, Poutine décide d'attaquer l'Ukraine. Je suis désolé de vous dire qu'on était tout à fait tous fondés à penser à la paix. Et par ailleurs, nous ne nous sommes pas désarmés. Nous avons, vous avez vu, vous qui vous intéressez à l'armement, le Duguay-Trouin, le nouveau sous-marin lanceur d'engins qui a fait ses essais en mer de Caraïbes il y a à peine 3 semaines. Donc, ça, c'est un point très important. Vous parlez des munitions, des armes, nous ne parlons pas de la même chose, mais oui. La réalité, c'est que il était tout à fait normal et concevable que nous soyons dans une logique de désarmement. Deuxièmement, je ne pense pas du tout que la France doit se réindustrialiser. Ça doit être un plan européen. Et pour une fois, il faudrait suivre Emmanuel Macron sur l'idée de la défense européenne. Nous avons besoin d'investissements européens. Vous adorez l'armée. Moi, j'adore ces chiffres. Je vous rappelle que la France, effectivement, 60 000 hommes, c'est très peu. Par contre, si vous avez une armée... 60 000 unités combattantes, c'est 200 000. Je voudrais terminer. Si vous avez une unité européenne qui combat, c'est 4 fois la Russie. Donc, vous voyez à peu près où sont les enjeux. Budget européen de la défense avec un plan d'investissement européen et pas que français. Ça, je n'y crois pas en un mot, mais c'est autre chose. Mais moi, j'y crois. Alors, les mots ont leur importance. Moi, mon cher Philippe David, je préfère les dividendes de la paix à l'économie de guerre. Voilà, et c'est pas que le contribuable, le chef d'entreprise, c'est aussi... On a eu les dividendes de la paix, maintenant on paye par l'économie de guerre. Non, mais c'est le papa de mes 2 enfants que j'aime, qui préfère les dividendes de la paix à l'économie de guerre. 1. 2, on sait très bien que de toute façon, s'il y avait une problématique guerrière, c'est pas avec des AK-47 ou avec des FAMAS que ça se réglerait. Aujourd'hui, le péril. On passe directement à la guerre nucléaire. Non, mais aujourd'hui, le péril. Mais c'est terrifiant, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est ce qui nous sauvera. Regardez ce qui est en train de se passer dans les oukases iraniennes contre Israël. Regardez la réplique de Joe Biden qui dit: je ne soutiens pas et je ne suis pas d'accord avec Netanyahou, mais
mais nous serons un soutien inconditionnel en cas d'agression. Qu'est-ce que vont faire les États-Unis ? Les États-Unis, c'est pas avec des FAMAS ou avec des M16 qui vont les combattre. Voilà. Vous savez, les miniatures. Donc il faut savoir aussi de quoi on parle. Personne n'a rien dit, c'est pas qu'on la veut, mais c'est que la réalité, c'est que tout ne fonctionne qu'avec la dissuasion nucléaire. La guerre est en train de changer. C'est ça, je ne crois pas un instant à ça, mais bon, c'est mon point de vue. Allez, vous avez la parole. On part dans une pharmacie, chez des pharmacies aujourd'hui. Avec un chiffre qui interpelle, 475 agressions l'année dernière dans les pharmacies en France, soit plus d'une par jour en moyenne, une augmentation de 30% sur un an, selon le dernier baromètre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Bonsoir Pierre-Olivier Variot. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Par exemple, dans quel type de situation surviennent ces violences au quotidien ? Elles surviennent dans plusieurs cas. Le premier cas, ça va être quand on refuse la dispensation d'une ordonnance qui va être jugée frauduleuse, ou quand on a des patients qui veulent des médicaments qu'ils n'ont pas à avoir parce qu'ils les ont pris trop tôt et qu'on veut réguler la dispensation. Donc ça, c'est la première source. La seconde, c'est bien sûr en cas de vol, où il y a des agressions quand on arrive à attraper les voleurs, entre guillemets. Et la troisième, c'est des tensions qui sont là quand le patient n'arrive pas à avoir son traitement parce qu'il y a des ruptures et que c'est une tension légitime, une crainte légitime du patient de se dire que peut-être ce mois-ci ou le mois prochain, il n'aura pas son traitement. Toutes ces situations, on imagine qu'on aurait pu les rencontrer avant. Alors comment on explique ce chiffre de plus 30% sur un an de ces agressions dans les officines de pharmacie ? Alors je pense que ce chiffre est sous-estimé parce que beaucoup de confrères ne vont pas porter plainte auprès du Conseil de l'Ordre ou auprès des gens des forces de police parce que moi j'en ai eu un la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, il m'a dit mais non, ça sert à rien que j'y aille parce que de toute façon je vais perdre une demi-journée et il se passera rien. Donc je vais pas faire. On a une consoeur qui a été agressée, qui a été frappée, qui est tombée, dont une vertèbre a été cassée et qui s'est retrouvée 6 mois hospitalisée, qui est toujours hospitalisée. La personne a été arrêtée et relâchée l'après-midi même par la justice. Donc les pharmaciens nous disent mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Donc, je pense que ce chiffre est largement sous-estimé. Et pourquoi il y a une grosse augmentation ? Je pense qu'il y a un ras-le-bol général, de plein de choses qui fait que les gens sont de plus en plus irascibles et c'est tout de suite quand ils veulent et c'est surtout pas entendre un non. Je voulais vous demander, est-ce que le métier de pharmacien devient de plus en plus difficile ? Pas seulement à cause de l'insécurité, mais en général. Il devient de plus en plus complexe. On nous donne de plus en plus de missions, mais ça c'est plutôt un bon signe. Enfin, nous, on est pour que les missions du pharmacien s'élargissent et que on puisse être de plus en plus proactif par rapport à la santé, par rapport à la prévention des différents patients. Vous voyez bien qu'une croix verte, quand elle clignote, on peut rentrer dans une pharmacie sans aucun rendez-vous. On peut rentrer dans une pharmacie, on trouve toujours un professionnel de santé. Et moi, je suis juste à côté d'un médecin, mais quand je vous dis juste à côté, le médecin est à 10 mètres de chez moi. Quand j'ai un patient qui tombe dans la rue, il va à la pharmacie, il va pas chez le médecin. Parce que c'est l'habitude, quoi. Donc non, ça va dans le bon sens. Ce sont les urgences du quotidien. C'est vrai. Françoise Exactement. Je suis, pardonnez-moi, je suis frappé, j'ignorais ces chiffres. Rapidement, Françoise, parce qu'on est en retard. Et sur le traumatisme que vous devez ressentir, quels sont les médicaments généralement ? Parce qu'on s'imagine que vous êtes braqué pour des questions de drogue, mais ça peut être pour autre chose, ça peut être pour des tranquillisants, des somnifères. Alors oui, pour tous ces médicaments-là, oui, tous les médicaments qui ont une addiction potentielle, il y a effectivement un risque de mésusage et du coup de braquage, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas d'agression. Mais il y a aussi des vols de parapharmacie, des vols de plein de choses. Il y a des tas de vidéos qui circulent actuellement chez les confrères où on voit des gens se rapprocher tout doucement de la sortie, partir avec le panier et avec 400 € de produits dedans. Et quand on arrive à les attraper, forcément, ça fait des étincelles. Et ce qui est fou, c'est que les pharmaciens vont devoir avoir des portes à sas comme les banquiers bientôt, avec un bouton pour pouvoir leur ouvrir. C'est dingue. Bah oui, à un moment donné. Retrouver 6 mois d'hôpital avec une vertèbre cassée, le type est libre l'après-midi même. Non, j'imaginais pas ça. Voilà. Merci mille fois Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bien entendu on soutient tous les pharmaciens de France qu'on embrasse. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu avec nos vraies voix. Je vais parler de Rachida Dati. Et avec vous, Françoise. Moi de Kylian, Kiki Mbappé. Et avec vous, Sébastien. L'impasse de la dette. Ouais, et on remercie Félix Mathieu pour ce. Avec plaisir. Vous avez la parole. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Alors, dans votre shopping list de la semaine dernière, vous avez dit, tiens, ce serait bien d'avoir tous les jours Philippe Bilger. Bon, bah, ça c'est fait. On l'a. Tiens, ça serait bien d'avoir Françoise de Gaulle mardi et le jeudi. Bon, bah, ça c'est fait. Et ça serait bien que Sébastien Ménard vienne le jeudi. Bah, c'est fait. Et voilà, c'est fait. Voilà. Et puis parce que, on peut quand même le dire, tant pis pour les autres. Ça ne nous amuse pas avec Philippe David. J'ai bien compris, mais quand même, l'émission du jeudi est quand même celle qui a le plus de tenue, on peut quand même le dire. Voilà, évidemment. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Cécile, je ne suis pas là pour l'instant. C'est un message. Après le signal solaire. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, Françoise de Gaulle. Écoutez, je fais exactement comme vous. Vous passez votre vie à vous envoyer des louanges. Ben moi aussi, j'ai décidé que je changeais cette année. Mais je m'en envoie jamais. Si, en permanence. Et puis vous les recherchez des autres, surtout. C'est ça, comme les enfants. Oui. C'est gamin, mais c'est gamin. Allez, on y va ? Ouais. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est récente cette tableur des coups. Pardon ? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. C'est Rachida Dati qui attire votre tour de table, Philippe Bilger. Oui, parce qu'elle est en couverture de Paris Match, très belle d'ailleurs. La couverture est Rachida Dati. Et elle dit dans cette entretien avec Catherine Ney, qui est gentille avec elle, tout de même, que lorsqu'on lui fait confiance... Lorsqu'elle fait confiance, elle sera aussi fidèle à Emmanuel Macron qu'à Nicolas Sarkozy. Je pense qu'elle dit la vérité, mais à partir du moment où elle subira une première déception avec Emmanuel Macron, elle ne sera plus aussi fidèle qu'elle le dit. Je suis frappé de voir à quel point sa nature dépasse toute adhésion ou détestation politique. C'est-à-dire que c'est une femme qui a été qualifiée très justement d'auto-entrepreneuse de son destin. Je trouve que c'est une belle expression. Alors elle peut être discutée, discutable, mais c'est quelqu'un tout de même qui, ministre de la Culture, me semble faire pour l'instant du bon travail, se rappeler qu'il n'y a pas que Paris, que la province existe. Et mon Dieu, j'ai bien aimé cet entretien. Oui, voilà, elle est étonnante, Rachida Dati. À titre personnel, je sais par exemple qu'elle entretient une grande admiration pour Ségolène Royal, par exemple. Ouais. Quand vous dites elle dépasse complètement. Elle se ressemble. Ouais, il y a quelque chose. Quand même. Elle est complètement atypique. Et voilà, moi je trouve que sur la culture, alors ça c'est mon côté peut-être de gauchiste, mais je trouve que par exemple c'était inattendu ce qu'elle a fait sur le hip-hop, mais elle l'a fait avec la planète rap, avec les cultures urbaines. J'attendais pas ça forcément de Rachida Dati. Non, c'est vrai. Eh bien, elle le fait, ce que n'ont jamais fait d'ailleurs ni Fleur Pellerin, dont on a complètement oublié qu'elle est passée à la culture, ni Aurélie Filippetti, et parce qu'elle n'avait pas les moyens. Donc oui, elle est bien, mais sauf qu'elle sera trahie par Emmanuel Macron, parce qu'il lui a promis l'investiture à Paris, mais bien sûr qu'il ne tiendra pas sa parole, parce que c'est la quintessence même du pouvoir, c'est de ne pas tenir ses paroles avec ses affidés. Sébastien Ménard. J'ai envie de dire à Françoise de Gaulle, celles et ceux qui ont trahi dans le passé politique de Rachida Dati s'en souviennent. Notamment François Fillon. Oh là là, voilà. C'est vrai. Oui, c'est bien. C'est pas faux. La vengeance est un plat qui se mange chaud parfois. Il se mange tout court. Il faut quand même se souvenir de ça. Personne ne voulait de Rachida Dati à Paris. Personne ne voulait de Rachida Dati dans le très chic, très sélect et très conservateur 7e arrondissement. On l'avait expédiée au Parlement européen. Elle est revenue. Voilà. On lui avait promis la circonscription de Martine Aurillac, députée de la 3e circonscription de Paris, qu'on a donnée à François Fillon. François Fillon lui avait promis, avant d'adouber Nathalie Kosciusko-Morizet. Enfin, tous ces gens aujourd'hui... bons et rebons. Ils sont aux oubliettes. Voilà, sont aux oubliettes de l'histoire et de la Ve République, et surtout ne comptent plus dans ce qui devrait se passer dans quelques années. Vous êtes d'accord qu'Emmanuel Macron inévitablement trahira là, je ne suis pas d'accord avec vous, Françoise de Gaulle. Il y a Clément Bonne, il fera danser les marionnettes. Je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, la meilleure carte du président Emmanuel Macron pour gagner la ville de Paris, c'est effectivement Rachida Dati, tête de liste, avec un certain nombre de ministres ou de parlementaires derrière elle. Et puis il y a une histoire autour de Paris avec Rachida Dati et Anne Hidalgo. Elle est politiquement
symboliquement et humainement aujourd'hui la plus à même de mettre un terme à tout ce que nous dénonçons suffisamment ici. C'est dans 3 ans, vous savez, il y a 3 ans avant... 2 ans. 2 ans avant la dernière élection, c'était Benjamin Griveaux qui était en tête, et après, non, sérieusement. C'est dans 2 ans, et les municipales ont déjà commencé. Restons tranquilles. Oui, elles ont toujours commencé, elles sont tout le temps en cours, en fait. Allez, Françoise de Gois, Mbappé. Alors je voudrais parler de Kylian Mbappé parce que d'abord ce petit gamin, je l'ai adoré quand il est arrivé de Monaco, il était juste génial, il jouait sans poser de questions, c'était beau ce qu'il faisait, il était toujours l'homme de la situation. Et voilà, quelques années plus tard, qu'est-ce qu'on voit de Kylian Mbappé, quelqu'un qui est passé complètement à côté de son match, et pas simplement, il passe à côté de ses matchs de plus en plus souvent, quelqu'un qui traîne d'une certaine manière une forme de langueur et de tristesse sur le terrain. J'ai une analyse à ça, moi mon sentiment c'est quand même que peut-être que pour la première fois c'est un enfant roi Kylian Mbappé. Il n'était pas comme ça quand il est arrivé de Monaco. Après il y a l'argent du Qatar qui est passé par là, il y a quelque chose qui s'est développé dans sa personnalité qui est tout à fait épuisant en fait. Moi je comprends que les grands footballeurs aient de l'ego, c'est pas un problème, mais là une égomanie comme ça est absolument épuisante, et j'ai l'impression que pour la première fois quelqu'un l'a contrarié vraiment, c'est Luis Enrique en le sortant après le match de Marseille. D'ailleurs il aurait dû le faire hier aussi parce que la performance de Mbappé était inexistante hier, vous avez regardé le match, et il a été contrarié. Mon sentiment c'est qu'il ne s'en remet pas, il y a une forme de bouderie, et je voulais dire par là que je ne sais pas si le PSG sera battu en quart de finale, mais quand même je suis quand même contente que Mbappé parte au Real, parce que peut-être qu'il va pouvoir enfin accepter de se mettre dans la main d'un grand entraîneur qui va briser le plus mauvais côté de l'ego qu'il a lui, en laissant le plus grand pour qu'il devienne enfin le meilleur joueur de football du monde, ce qu'il n'est absolument pas, malgré tout. C'est qui le meilleur pour vous aujourd'hui? J'en sais rien, mais la question... Ah bah oui, mais il faut avoir un nom à donner dans ces cas-là. Mais pardon, je réagis sur ce que vous dites. Le problème de Mbappé, c'est que, regardez, là, on ne peut pas émettre une critique sur Mbappé. Les journalistes ont fait prendre un melon à ce gamin, c'est délirant. On n'a pas été assez sévère avec lui, et maintenant on se retrouve avec quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Mais il est quand même sur le but de Dembélé hier. Mbappé. Je comprends ce que veut dire Françoise, et je pense qu'en effet c'est une bonne chose qu'il parte au Real avec un très grand entraîneur, mais je vous trouve tout de même un peu sévère, Françoise. Sur le meilleur joueur, moi je dirais Bellingham, Vinicius aujourd'hui, honnêtement. Écoutez, même Griezmann. Mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu responsables? Tout le monde est responsable, en tout cas de la flagornerie à l'égard de Mbappé, de la folie à l'égard de Mbappé. Parce que Mbappé est devenu une marque, c'est devenu un média, c'est devenu une entreprise, et c'est surtout devenu une énorme cash machine. Je suis d'accord avec Sébastien, et donc de fait, quelque part, ce pourquoi nous aimions, nous adulions Mbappé, on l'a un peu perdu, le football. Donc espérons, et je pense comme Françoise, espérons que finalement un back to basic en passant par le Real nous permettra de redécouvrir le Mbappé qu'on aime. N'oublions jamais qu'un joueur peut se ramasser dans un match aller et exploser les compteurs au match retour. Philippe, vous n'êtes pas d'accord pour dire que De Bruyne, par exemple, est juste exceptionnel et au-dessus de Mbappé? Je sais. Même poste, on ne peut pas comparer. Là, Françoise, là où je ne vous rejoins pas, le Mbappé est le seul joueur qui aujourd'hui au monde est capable de changer un match. C'est pas vrai, De Bruyne est capable, mais Vinicius est capable de Julien Bellingham. S'il vous plaît. Allez, on va faire une petite pause. Alors qu'un bon Philippe David avec un peu de bidon sur voilà, là on est vraiment dans la surface, ça va au fond. Là on est vraiment au foot, quoi. Philippe? Ben oui. Oui, vous emballez pas trop. J'irai au mastic. Oui, oh mon Dieu, allez, à tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous accueillir, et surtout les amis, vous savez qu'on est ravis d'accueillir ceux et celles à qui nous offrons du bonheur et de la joie avec notre partenaire Club et Hôtel Bellambra, qu'on remercie bien sûr, puisque Françoise est avec nous de Bord-les-Orgues. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir la Corrèze. Bonsoir la Corrèze. Bonsoir les Françoises, le plus beau prénom du monde. Venez vers chez moi, c'est joli, c'est très beau. Très beau, Bord-les-Orgues. Vous faites quoi dans la vie, Françoise? Je suis éditorialiste politique. De loin. Vous faites quoi dans la vie, si on peut vous demander? Actuellement, je travaille pas actuellement parce que j'ai des soucis de santé. Sinon, je suis aide à domicile auprès des personnes âgées. Ça, c'est un énorme métier. Bravo, parce que franchement, heureusement que certaines personnes sont comme vous, et on vous en remercie. Et d'autant plus
Nous sommes ravis de vous offrir un bon donc pour un séjour de valeur de 1 200 € dans un des clubs Hôtel Bellambra. Et vous allez pouvoir choisir votre destination. Alors après, vous le savez, montagne, plage, mer, campagne, vous faites ce que vous voulez, vous partez avec qui vous voulez. On est un peu partagé dans la famille. Il y en a la moitié au bord de la mer et l'autre moitié vers la neige. Alors si vous voulez le bord de la mer, il y a le Bellambra de Carqueiranne qui est magnifique, à côté de la presqu'île de Gien. C'est très beau, c'est très beau. Je note. En même temps, Françoise, quand on est là entre deux choix comme ça veut dire qu'on est plutôt pas mal. Hein, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc je vous incite forcément à nous envoyer une carte postale. Avec vous. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. On vous embrasse très très fort. On est ravis de vous avoir offert ce magnifique séjour Bellambra. On vous embrasse, Françoise. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, et tout de suite la suite du tour de table de l'actu des vraies voix avec Sébastien Ménard, avec un sujet moins drôle que le club Bellambra, forcément, puisque on va parler de l'impasse budgétaire sur fond de guerre de succession post-2027. Et oui, on voit depuis quelques jours le président Macron tenter de trouver des solutions à travers souvent malheureusement des injonctions contradictoires. C'est-à-dire on va dire à l'un de ses ministres il va falloir limiter ton budget. On dit au ministre de l'économie il faut trouver d'autres marges de manœuvre. La réalité c'est que j'ai pris quelques chiffres qui sont quand même extraordinairement inquiétants. En 2012, la dette publique s'établissait à 1800 milliards. C'était 91% du PIB. En 2023, d'accord, on est toujours moins de 70 millions d'habitants, on atteint 3100 milliards de dettes. Voilà. Donc moi, je pense que malheureusement, il n'y a pas... Finalement, je suis bien avec mon compte en banque. Il n'y a pas 50 solutions. C'est-à-dire que quand on nous dit on va faire des économies, on va raboter, comme l'expliquait tout à l'heure l'une de nos auditrices, le budget de la recherche, etc., ou qu'on met en place la fameuse, ça a dû vous faire rire, Françoise de Gaulle, la taxe lapin. Voilà. Tout ça, pardonnez-moi, c'est ridicule. C'est ridicule quand on voit les enjeux. Quand on voit effectivement, Philippe David, les masses budgétaires et ces chiffres qui, quelque part, vont nous conduire, je dirais, dans les abysses de l'histoire et dans le déclin qui nous est promis. Face à ça, il n'y a pas 50 solutions. Face à ça, soit je suis cynique et je nous souhaite une bonne guerre. Voilà, donc avec ou sans FAMAS, AK-47, mon très cher Philippe David, ou avec quelques bonnes ogives nucléaires, ça fera et de la place. Je fais exprès de grossir le trait. Oui, rappelez-le, voilà. Parce que les gens qui prennent en cours... Ça fera de la place et ça donnera du travail à celles et ceux qui devront rebâtir, parce qu'après tout ça, il faut toujours rebâtir. Ou soit, à un moment donné, on fait le pari de l'audace, le pari de la créativité, le pari du travail et de celles et ceux qui créent des richesses dans ce pays. Et moi, modestement, j'en suis avec un certain nombre de camarades de jeu, mais qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse bosser, parce que nous, on sait créer des emplois, on sait créer de la richesse. Mais quand on voit qu'on en est encore à débattre sur il faut rajouter telle taxe, il faut peut-être transférer tel ou tel impôt, il va peut-être falloir aller chercher du côté des rentes, etc., etc. Ce ne sont que de mauvaises solutions, puisque c'est ce qu'on fait depuis plus de 30 ans, et on voit que malheureusement, le déficit budgétaire, et c'est pas que de la faute des Gilets jaunes, et c'est pas que de la faute, et c'est pas, mais c'est une vérité. 50 milliards de cadeaux fiscaux pour les entreprises, t'en fais partie. Mais c'est pas vrai. Mais arrête de dire que c'est pas vrai. Alors là, Sébastien, soyez assez aimable d'arrêter de dire que c'est pas vrai. Il y a un manque de recettes fiscales de 50 milliards. Même Bruno Le Maire le reconnaît. Plus vous allez emmerder celles et ceux qui créent de la richesse dans ce pays, plus ils vont se barrer, et moins vous aurez de recettes. La preuve en est 1800 milliards très bien, contre les deux, il y a le quoi qu'il en coûte. 3100 milliards de dettes aujourd'hui. Vous n'êtes pas dedans, Sébastien, donc vous ne faites pas partie des super profits, malheureusement pour vous. Mais je pense que déjà, il y a un déficit de recettes. Arrêtez maintenant aussi avec l'apocalypse de la dette. Tous les économistes, et pas les gauchistes échevelés, expliquent que notre dette, elle est enviable sur les marchés.
qu'on nous prête parce que la dette française est rééquilibrée. Mais l'intérêt de la dette, c'est 50 milliards par an. Mais je suis parfaitement... 50 milliards par an. Merci Sébastien de me le dire. On lit tous les journaux et on connaît tous à peu près ce sujet. Je vous dis juste qu'il faut arrêter, vous, entrepreneurs, de dire qu'on vous taxe. C'est pas vrai qu'on vous plume. 50 milliards de cadeaux fiscaux. Mais c'est le pays, c'est le pays en Europe où on nous taxe le plus. Mais y compris pour les PME. Écoutez, vous savez très bien qu'à un moment donné, il va falloir aller chercher de l'argent où il est. Et là, je vous réponds. Mais l'argent, il faut le produire. L'argent, il faut le produire. Comme disait Thierry Roland, ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il est pénible. C'est pas possible. Ces solutions de droite qui ne marchent pas. Arrêtez les amis, s'il vous plaît. Vous avez gouverné sur les... Françoise. Corinne Narassiguin est avec nous. Donc elle rigole, elle vous écoute. Aidez-moi, Corinne Narassiguin, aidez-moi. On change de sujet. J'en peux plus des droitistes. Peut-être qu'il en peut plus des gauchistes. Peut-être qu'il en peut plus, sauf que nous, on n'emmerde personne, on a des vraies solutions. Essayez de les appliquer au lieu de continuer à palabrer sur supposément le spleen des entrepreneurs. C'est bon, vous avez fini, Françoise de Goua, vous avez fini, Sébastien Ménard, on peut y aller. Allez, on y va. On a une sénatrice qui nous attend, qui est charmante et qui a très envie de parler. Allez, dans un instant, on va revenir sur ce rapport du Sénat publié aujourd'hui. Les émeutes de 2023 suite à la mort de Naël ont coûté donc 793 millions d'euros. Il propose 25 propositions pour prévenir de cette nouvelle révolte. Alors, parlons vrai, faut-il augmenter les pouvoirs des forces de l'ordre contre les émeutiers? Si oui, faut-il le faire en amont ou en aval? Faut-il des peines plus dures pour les émeutiers? Et à cette question, avons-nous les moyens d'anticiper les émeutes? Vous dites non à 55%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Corinne Narassiguin est avec nous, sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis et membre de cette commission d'information sénatoriale sur les émeutes de juin 2023. Bonsoir, merci d'être avec nous, madame la sénatrice. Faut-il le classifier finalement, les mortiers, comme armes? Les mortiers peuvent être une arme par destination, oui. Évidemment, c'est aussi utilisé pour les feux d'artifice au 14 juillet. Mais il faut aussi pouvoir considérer, effectivement, il y a des utilisations des mortiers comme armes. On en parle dans un instant. Restez avec nous et restez souriante. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Quand on ne se fait pas entendre, nos agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. Les enfants, dès qu'il s'agit de se défouler, il y a du monde. Donnez-leur un lit, ils en feront un trampoline. Les miens, ils sont plus team on saute sur le canapé, vous voyez? On voit bien, oui. Et alors, dès qu'ils remettent le nez dehors, on les arrête plus. Alors chez Decathlon, on a conçu un trampoline avec des protections idéales pour leur sécurité. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le trampoline Domios 300 est à 219 € au lieu de 269, soit 50 € de réduction. Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année. Sud Radio Médoc 103.2. Sud Radio. Mon deuxième roman, il est sorti hier et on est déjà à 2 millions d'exemplaires vendus. D'ailleurs, j'en ai un dans ma polo à 129 € par mois. Si tu veux, je peux te le dédicacer. 129 € par mois? Bah oui, n'importe quoi. Si, c'est vrai. En ce moment, profitez de la polo à partir de 129 € par mois et de 3 mois de loyer offert. Pour une polo neuve LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 500 €, puis 33 loyers de 129 € si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 30 avril dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. J'y suis pas du tout aujourd'hui, là. J'arrive pas. Ces histoires de retraite, ça me prend la tête. Ah, c'est ça. Moi, je suis avec Monceau Assurance. C'est top. Tu épargnes ce que tu veux, quand tu veux, et t'en profites à ta retraite. T'as le contrôle du match, un peu comme moi, là. Pas mal. Allez, go! Prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance. Plus d'infos sur monceauassurance.com. On sait que pour certains, les temps de chargement... ça peut paraître très long. Alors qu'avec la 5G Orange... ça va à une vitesse. Un peu comme les 5 jours 5G en fait. Donc ne les ratez pas. Comme ça, du 11 au 17 avril, vous pourrez économiser jusqu'à 400 € sur une sélection de téléphones 5G, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone. Reçu 5 sur 5. Orange est là. 5G uniquement aux zones déployées avec offre compatible. Couverture détaillée sur réseau.orange.fr. Conditions en boutique Orange et sur orange.fr. Avec Wildom, bricoler, jardiner, décorer, ça, c'est fait. Alors, les mesures de la terrasse, ça, c'est fait. Le coffrage, ça, c'est fait. Le béton, ça, c'est fait.
Et je crois bien qu'il n'y a plus qu'à. Célébrons ensemble les 25 ans de Weldom. Jusqu'au 28 avril, le béton français haute performance est à 4,99€ les 25 kilos au lieu de 7,35€, soit 32% d'économie. Weldom, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie bricolage. 20 centimes le kilo, produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Leclerc, bonjour. Bonjour, je me suis lancé un défi, aller jusqu'à la source Badois. Mais vous savez que cette source est à 300 mètres de profondeur sous le massif central. Ah, bon, du coup je vais juste prendre ma Badois chez Leclerc. Oui, c'est plus raisonnable. Surtout que du 9 au 20 avril, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le deuxième pack de 6 bouteilles d'1 litre d'eau minérale naturelle gazeuse Badois verte ou rouge est à moins 50%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix. On est de retour avec Philippe David, avec Françoise Degaut, avec Sébastien Ménard. Et on espère que tout va bien. Allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Après 3 nuits d'émeutes liées à la mort de Naël, la situation a totalement de nouveau dégénéré. Le gouvernement cherche des solutions pour apaiser les tensions. Vers 23h, 23h30, on a affaire à des jeunes extrêmement bien organisés qui allument des incendies à plusieurs endroits de la ville. Emmanuel Macron dénonce une instrumentalisation de la mort de l'adolescent pour semer le chaos. Demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence. Et donc 793 millions d'euros, c'est le coût des émeutes de 2003. Selon la mission d'information sénatoriale, c'est 4 fois plus, ce qu'on disait tout à l'heure, que celle de 2005. Les sénateurs préconisent donc de renforcer l'indemnisation de ces dégâts en s'inspirant du régime des catastrophes naturelles. Ils avancent donc 25 propositions qui vont des moyens pour les forces de l'ordre au contrôle des plateformes numériques en passant par l'encadrement des ventes de mortiers d'artifice. Philippe. Alors parlons vrai, faut-il augmenter les pouvoirs des forces de l'ordre contre les émeutiers ? Si oui, faut-il le faire en amont ou en aval ? Faut-il des peines plus dures contre les émeutiers ? À cette question, avons-nous les moyens d'anticiper les émeutes ? Vous dites non à 55%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Corinne Narassiguin, sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis et membre de la commission d'information sénatoriale sur ces émeutes de juin 2023. Madame la sénatrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de revenir à vous, Philippe Bilger, ces émeutes, ce montant, l'anticipation, prévenir plutôt que guérir. Alors le coût de ces émeutes est considérable, vous venez de le rappeler. Deuxième observation, pour prévenir les émeutes, je crois que on ne peut pas seulement faire appel à des mesures régaliennes, à des mesures répressives. Ça dépend un petit peu de la politique qui est mise en œuvre. Il est évident que si une politique de fermeté intelligente préside au destin de la France, je suppose qu'il y aura moins d'émeutes et donc ce sera une manière de bon sens de les prévenir. Troisième élément, je ne trouve rien dans les propositions qui ont été faites au Sénat qui soit inepte, qui ne soit pas de nature à constituer un progrès. À l'exception de cette tarte à la crème qui pense qu'en augmentant les peines, on résoudra les problèmes puisque même les peines actuelles ne sont pas appliquées dans leur sévérité extrême. Donc, franchement, la question de Sud Radio, c'est de dire, est-ce que on peut prévenir les émeutes, on peut en tout cas appliquer des mesures telles qu'elles sont proposées et qui me semblent aller dans le bon sens. Françoise Degaut. Vous étiez très bien parti, Philippe Bilger, en disant ça ne peut pas reposer que sur la répression et le régalien. Il faut une politique de fermeté juste, bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, il y a bien longtemps que la gauche n'est plus laxiste, parce que je sais bien que c'est cela dont on nous affuble en permanence. Moi, j'ai une grande passion pour l'ordre juste, mais je pense que, puisqu'on est dans l'idée de prévention, et cette question est excellente posée par Cécile et David, eh bien moi, Philippe, pardon, je veux dire par là qu'il y a aussi toute une question sociale. D'abord, les émeutes, elles ont ceci de particulier, c'est que même si on est alerté, on les voit pas arriver. C'est un embrasement. 2005, c'est la droite qui est au pouvoir, mon cher Philippe. Ce sont vos amis qui sont au pouvoir. Et ça, rien n'empêche 2005 d'embraser. Là, c'est la mort de Naël. Donc, à un moment donné, ces choses interviennent et rentrent en comment dirais-je, en embrasement avec aussi une situation. Je ne vais pas vous faire le coup du laxisme
trouver de l'excuse sociale, mais je pense qu'il y a forcément un volet social à développer. Je redis, vous allez dire que je suis encore une socialiste nostalgique, mais la police de proximité de Lionel Jospin, c'était très important. Je redis qu'en 2017, quand Emmanuel Macron arrive, il sucre tous les emplois aidés. Dans ces emplois aidés, il y a les éducateurs de rue, il y a ces gens qui sont là pour faire de la cohésion, qui sont là pour désamorcer au quotidien et éviter que les cités se transforment en bonbonnières. Voilà. Donc, je ne sais pas quel est si ce rapport, bien sûr qu'ils en ont tenu compte, mais il faut les deux pieds pour marcher les deux jambes. En tout cas, aller chez Nike ou chez Apple, il n'y a rien à voir avec le social, hein, Françoise. Là, non, mais c'est pas le problème. Non, mais il ne faut pas occulter non plus. Mais je n'occulte pas, je dis juste qu'on ne peut pas avoir qu'une répression, expliquer c'est les réseaux sociaux. Il y a aussi en amont une politique sociale à mener qui n'est pas menée dans ces quartiers, point barre, qui ne l'est plus en tout cas. Sébastien Ménard. Il y a effectivement, on l'a déjà dit ici, depuis, on va dire que ça fait 15 ans maintenant qu'on a vu les crédits, notamment en matière de rénovation urbaine, qui ont disparu comme peau de chagrin. Voilà, donc j'ai envie de dire que la rue donne beaucoup quand même. Mais beaucoup moins ça repart un petit peu, mais la réalité c'est que il s'est pas passé grand chose. Passé grand chose ces dernières années. Voilà, je suis pas l'avocat de Jean-Louis Borloo, mais enfin il a quand même pas mal disserté là-dessus. On lui en a d'ailleurs beaucoup voulu. Et son rapport était excellent. Ce qui explique aussi une partie de sa disgrâce politique. Injuste. Voilà. Donc, il y a effectivement une vraie problématique qui consiste à remettre au niveau de manière régulière, je dirais, le cadre de vie dans ces quartiers. 1 et 2, il y a besoin de rétablir l'ordre républicain partout où c'est nécessaire. En tout cas, moi, j'ai pas voté Ségolène Royal, mais je trouvais que le concept de l'ordre juste était particulièrement bien amené. Et on va parler de ces propositions. Hein. Corinne Narassiguin, merci d'être avec nous, sénatrice socialiste Seine-Saint-Denis, membre de cette commission d'information. Le constat est forcément sévère, d'où ces 25 propositions. Oui, et je veux quand même préciser par rapport aux discussions que vous venez d'avoir qu'il s'agit d'un travail de la commission des lois. Et donc, nous avons effectivement eu une approche d'abord sur les questions régaliennes. Mais ce rapport, bien sûr, insiste sur le fait que c'est un point de départ, en fait, de travail, qu'il doit être étendu, prolongé par d'autres commissions, notamment les affaires économiques sur les questions de logement, d'urbanisme, les questions, la commission des affaires sociales, la commission éducation. Il y a beaucoup de sujets. C'est un sujet très global qui ne peut pas se résumer uniquement à ce rapport. Mais dans le champ qui est le nôtre, donc celui qui est beaucoup plus régalien, nous avons effectivement essayé de faire des propositions. Alors, je veux aussi préciser qu'il s'agit du rapport du président de la commission des lois, François-Noël Buffet, donc il s'agissait d'une commission transpartisane, mais à la fin, c'est lui qui tranchait. Donc, on n'est pas nécessairement tous absolument d'accord sur 100% de ce qu'il y a dans le rapport, mais globalement, je dois dire qu'il a été attentif à entendre les avis des uns et des autres, et qu'il y a quand même un consensus assez large sur ce qui est proposé. Philippe Bilger va agir. Madame la sénatrice, très souvent, lorsque il y a une confrontation entre les répressifs, si j'ose dire, et ceux qui préfèrent la prévention, on oublie, me semble-t-il, que la prévention est une très bonne chose, mais qu'elle ne fonctionne que sur un temps très long, alors que la répression doit s'appliquer immédiatement. Est-ce que vous êtes attentive à ce duo qui, en général, fonctionne assez mal? Oui, alors s'agissant de sujets comme les émeutes, effectivement, des fois il y a des embrasements. Là, il y a eu un embrasement suite à la mort de Nel Merzouk, mais il y a eu d'autres refus d'obtempérer qui ont entraîné la mort de jeunes et où il n'y a pas eu d'embrasement. Donc c'est toujours difficile de savoir d'où ça vient. Ce qui veut bien dire que, en termes de prévention, de mesures préventives, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Et donc c'est effectivement un travail au long cours. Après, une fois que les violences sont déclenchées, il y a des crimes qui sont commis, ils doivent être sanctionnés. Mais c'est important aussi qu'il y ait une proportionnalité de la peine. Et je veux remercier le président François-Noël Buffet d'avoir entendu mes demandes d'intégrer aussi le fait que, comme il s'agissait beaucoup de primo-délinquants, qu'on insiste aussi sur cette proportionnalité des peines et qu'il puisse y avoir notamment des peines d'intérêt général, des peines avec un sens éducatif, le fait que
pour ces primo-délinquants, justement parce qu'on connaît en plus l'état de nos prisons, si on ne veut pas inciter à la récidive, il faut aussi avoir des peines qui sont comprises et qui permettent aussi aux jeunes de pas reproduire ce qu'il a fait. Et pour beaucoup d'entre eux, ils se sont laissés entraîner par ces réseaux sociaux. Et quand ils se sont retrouvés devant le juge, c'est là qu'ils ont compris la gravité des faits. Et souvent, ils étaient accompagnés de leurs parents. Ouais. Et donc, il faut aider. Il ne faut pas uniquement punir. C'est la responsabilité, Madame la sénatrice, la responsabilité des réseaux sociaux. Tout le monde la pointe. On la pointe même dans les violences à la mort de Chamseddine, par exemple. Chamseddine. Chamseddine, quels sont vos moyens en réalité dans ce rapport pour arriver à prévenir justement et à anticiper par rapport aux réseaux sociaux et notamment les messageries cryptées? Alors, c'est un gros sujet. En réalité, je suis pas sûre qu'on ait des réponses aujourd'hui simples, malheureusement, parce que il s'agit d'abord, il y a des messageries cryptées, effectivement, donc par définition, on n'y a pas accès. Que les services de renseignement, ça fait partie de nos propositions, doivent être renforcés par rapport à la veille sur ces possibles violences urbaines. Il y a une défaillance aujourd'hui des renseignements territoriaux là-dessus. Ils se sont beaucoup plus intéressés ces dernières années, ce qui est compréhensible, à la question du terrorisme. Mais il faut aussi qu'ils réinvestissent ce champ-là pour avoir les personnes qui sont justement dans les bonnes boucles, qui peuvent aussi être des relais d'alerte. Mais sur les réseaux sociaux, peut y avoir des algorithmes qui peuvent détecter quand il y a des choses, des messages viraux qui permettent de trouver des sources, etc., de réagir plus vite. Mais ça reste un champ à explorer, malheureusement, et où on a trouvé l'équilibre aussi avec le respect de la liberté des libertés individuelles et le droit à la diffusion d'informations aussi, évidemment. Merci beaucoup, Corinne Narassiguin, pardon. Il bosse, les sénateurs, quand même. Ouais, socialiste. Sénatrice socialiste de Seine-Saint-Denis et membre de cette commission d'information sénatoriale sur les émeutes de juin 2023. On reviendra avec vous, bien entendu, pour la suite. Merci mille fois, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci, Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Salut. Dans un instant, les vraies voix qui roulent avec le patron de Peugeot, Motocycle.